Eh bien, nous allons commencer ce nouveau webinaire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce webinaire de mars pour TTU Connect. On va se retrouver aujourd'hui autour d'un thème un peu inédit. C'est comment peut-on parler de soi ou comment peut-on être soi dans un environnement réputé machiste. Alors déjà, pour mettre quelques définitions sur les mots avant de vous présenter nos invités, euh, et on va faire une définition simplifiée qu'on pourra étayer au cours de l'échange. Un environnement machiste, c'est un environnement où les normes sont pensées, réfléchies ou pas, et appliquées par des hommes blancs et hétérosexuels, pour faire simple. Donc, sans en faire une généralité, on peut dire que dans beaucoup d'environnements industriels, de production, des usines ou des métiers encore aujourd'hui stéréotypés comme virils, ce n'est pas facile de pouvoir être soi parce que ça ne développe pas un environnement dit bienveillant. Alors, on reviendra sur cette définition au cours de l'échange. Alors, pour échanger autour de ce sujet, aujourd'hui, nous avons deux panélistes. Euh, L'un que vous connaissiez et que vous allez redécouvrir, qui est Frédéric Potier, qui est responsable de l'éthique et de la conformité du groupe RATP. Il était auparavant DILCRA, délégué interministériel de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les haines LGBT-phobes, anti-LGBT, pardon. Euh, Bienvenue Frédéric. Bonjour Nicolas. Et notre second panéliste est Florestan Falise, qui est DRH France du groupe AB InBev. Alors, AB InBev, ça ne vous parle certainement pas à toutes et à tous, sauf ceux qui collaborent à cette entreprise. Derrière AB InBev, il y a des mots qui sonnent un peu comme l'art de vivre à la française, Budweiser, Lef, Jupiler, Corona, tout seul. Voilà, donc c'est un brasseur et qui a une présence mondiale. Au cours de cet échange, nous aurons également deux personnes qui vont intervenir pour nous donner leur vision, l'un du monde réel, c'est Thomas, que je vous présenterai au moment où je lui laisserai la parole, un monde réel où on ne peut pas tout se permettre, où tout n'est pas permis, à voir comment on formule la phrase. Et le second, c'est Michael Delova, qui est UX designer chez Ubisoft et qui nous parlera, lui, du monde virtuel où tous les possibles devraient être présentés. Bienvenue Florestan, bienvenue Frédéric, bienvenue Michael, bienvenue Thomas. Vous ne pouvez pas répondre parce que je ne vous ai pas encore ouvert les micros, mais ça ne va pas tarder. Je vais commencer par une première question qui est extrêmement générale, que je vais d'abord poser à Frédéric et Florestan pourra évidemment compléter cette question. Et à l'heure où on parle aujourd'hui de plus en plus de diversité, c'est un sujet qui est quand même très présent dans les échanges sur les tables et dans le monde du travail et dans la société en général. On remonte aussi de plus en plus de cas d'homophobie, d'intolérance, de rejet de l'autre. Comment peut-on, comment peut-on expliquer cette contradiction? Alors je vais commencer, c'est une question effectivement qui est assez complexe et que j'avais déjà eu à traiter lors de mes précédentes fonctions. Et Ouais. moi, mon explication ou mon hypothèse, parce que je pense qu'il faut être très modeste en la matière, c'est de dire qu'on vit finalement une situation très paradoxale. On a d'un côté une société qui est globalement plus ouverte, globalement plus tolérante sur des questions d'orientation sexuelle, d'identité de genre, de religion, d'origine. Et ça, il y a plein d'indicateurs qui le montrent, hein, les mariages mixtes, les voyages à l'étranger, la diversité qu'on peut voir à la télévision ou dans les séries télé ou dans la musique. Mais dans le même temps, cette plus grande diversité, cette plus grande ouverture, je crois qu'elle génère aussi des réactions négatives, des phénomènes de repli identitaire, des phénomènes de peur, parce qu'on a peur de l'autre, parce qu'on a peur de ce qu'on ne reconnaît pas. Et donc, moi, mon hypothèse, c'était de dire que ce n'est pas du tout paradoxal d'avoir une société qui est globalement plus tolérante, mais également une poussée des extrémismes identitaires qui peuvent se manifester par le racisme, l'antisémitisme ou la haine anti-LGBT. Et c'est vrai que ces dernières années, on a eu des augmentations très nettes sur l'homophobie, la haine anti-LGBT en général, c'était plus 35%, et ça, c'est une tendance structurelle sur les
les 3 dernières années. Je mets 2020 entre parenthèses parce qu'on est sur une année très atypique. Mais moi, je pense qu'il faut regarder ça avec lucidité. Il ne faut pas se dire, oulala, il faut être complètement alarmiste parce que les chiffres augmentent. Je pense que c'est aussi une bonne chose que ces chiffres-là augmentent, parce que ça montre aussi qu'on est conscient de ces problèmes, qu'aujourd'hui les victimes prennent la parole, cherchent à faire valoir leurs droits et n'hésitent plus à aller pousser la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie. Si je Merci peux, Frédéric. Oui, ouais, Florestan. je voulais juste rajouter, parce qu'en effet, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce que Frédéric vient de dire, mais ce qu'on voit, c'est j'ai l'impression qu'il y a quand même une polarisation de l'opinion, ce que Frédéric notait par la libération de la parole aussi, mais cette polarisation de l'opinion, on voit aussi, et sur base des recherches et des rapports qui sont faits aussi par différentes associations, on voit que ça suit quand même assez fortement toutes les actualités qui ont pu euh, faire bénéficier les populations LGBT de plus de droits. Mais ces actualités aussi ont été en parallèle, malheureusement, avec tout ce qui est augmentation des agressions. Donc, on voit assez de pics aussi dans les 10 dernières années. On voit des pics qui ont été, si je ne me trompe pas, c'était en 2013, où il y a eu énormément de visibilité donnée sur la population LGBT avec tout ce qui était le mariage pour tous. Et on revoit un pic, les derniers rapports de 2020 ne sont pas encore sortis, mais en tous les cas, en 2019, il y avait de nouveau un pic, alors qu'on sait que c'était aussi une année où il y a eu pas mal de discussions, énormément de visibilité, que ce soit dans les débats politiques, dans les débats médiatiques, etc., sur tout ce qui était PMA. Et en fait, malheureusement, cette visibilité qui est donnée à la population fait qu'il y a, comme Frédéric le notait, il y a vraiment cette polarisation. Et il y a d'un côté, un côté très bénéfique qui donne de la visibilité, et de l'autre côté, le côté plus négatif qui fait aussi que tout le monde se donne maintenant une opinion, tout le monde veut avoir une opinion sur le sujet. Et le dernier point que je voulais juste en effet compléter, c'était sur cette libération de la parole que Frédéric que notait. De nouveau, je pense qu'il y a cette ambiguïté où on peut l'appeler autrement, mais ces effets à la fois bénéfiques et non bénéfiques de la libération de la parole, à la fois pour la population LGBT, parce que c'est extrêmement positif de voir que les personnes, comme Frédéric le notait, osent ouvrir la porte du commissariat pour aller faire part d'infractions, faire part d'outrages, faire part d'agressions. Et dans l'autre sens, c'est aussi malheureusement la libération de la parole de l'ensemble de la population, l'ensemble de l'opinion qui s'autorise à aussi partager plus d'état d'âme puisque le sujet est plus visible dans le monde actuel. Justement, nous allons partir du monde actuel pour revenir à notre société. Notre société en France métropolitaine et ultramarine est assez différenciée entre les pôles urbains et qui sont plutôt occupés par les activités du secteur tertiaire et les pôles régionaux moins urbains ou périurbains où on retrouve des activités du secteur secondaire ou primaire eu égard à ce que nous a appris en économie. Aujourd'hui, est-ce que les messages que nous véhiculons ne sont pas trop orientés, alors que ce soit dans le monde du travail ou dans la société en général, ne sont pas trop orientés sur nos secteurs urbains? Et Florestan, par exemple, est-ce que quand on diffuse un message, est-ce que ce message arrive jusqu'au fin fond de nos usines, de nos sites de production, de nos régions, de nos territoires? Non, en effet, je pense que c'est une excellente question. Mais selon moi, évidemment, les secteurs urbains de nouveau, on parle plus de visibilité étant donné que la discussion et le débat s'ouvrent plus que ce soit dans les grandes villes, Paris ou autres, que dans les campagnes. Mais selon moi, en fait, c'est surtout que le milieu, si on va dire plutôt le milieu rural, ou en tous les cas en dehors des grandes villes, je pense qu'on manque énormément de visibilité. Et c'est un peu la loi de la proximité, dans le sens où on a évidemment dans les villages, les villages aussi, l'environnement, le monde de la population est plus restreint, tout le monde se connaît, c'est des choses qui sont aussi plus difficiles à annoncer, c'est des choses qui sont plus difficiles parfois à vivre, alors que dans un monde plus urbain, on retombe un peu plus dans cet anonymat, ce qui permet parfois de débattre plus ouvertement sur ces sujets-là. Maintenant, sur la question de comment être plus visible
que ce soit à la ville ou en dehors de la ville. Je pense qu'en effet, ça c'est une question aussi sur tout ce qui est ancrage territorial et ancrage et décentralisation, mais que ce soit pour nous en tant qu'entreprise, s'assurer bien que les messages soient diffusés dans l'entièreté des territoires, que ce soit dans le monde associatif, le tissu associatif est aussi extrêmement large dans le territoire, mais c'est vrai que la visibilité est encore assez limitée là, dans les différentes régions. Et pour revenir aussi sur la partie de la question, Nicolas, pardon, que tu as posée vraiment sur les entreprises, qu'est-ce que les entreprises peuvent faire? Il y a deux axes pour la population interne, comme je le disais, c'est tout ce qui va être plutôt communication, tissu intérieur, s'assurer que la visibilité se fasse et que les débats puissent se poser. Mais après, je pense qu'aussi, nous, en tant qu'entreprise, que ce soit la RATP, que ce soit AB InBev, on a aussi un devoir de positionnement dans la société. Et on a une force, je pense, bon, après, évidemment, quand on dit AB InBev, tout le monde ne sait pas très bien ce qu'on fait. Mais par contre, les produits qu'on peut vendre, ce sont des produits qui ont de la force sur le terrain, ce sont des produits qui sont vendus à travers, comme vous l'aviez dit, différents pays, mais aussi au niveau français, qui sont vendus partout. Je pense qu'il faut absolument qu'on se saisisse du pouvoir de parfois nos marques, du pouvoir de nos produits, pour aussi pouvoir véhiculer plus de visibilité et véhiculer les messages qu'il faut à travers le tissu national au complet. Merci beaucoup, Florestan. Vous voulez ajouter quelque chose, Frédéric? Oui, peut-être pour enchaîner sur cette question-là, moi je pense qu'il Oui. n'y a aucun territoire qui soit vacciné contre l'homophobie. Il n'y a pas de territoire qui ne soit non plus épargné par ce type de phénomène de rejet. Et d'ailleurs, parfois, on a nous-mêmes des préjugés. Moi, j'ai des souvenirs très précis pour avoir créé des actions en milieu rural ou dans le monde de l'économie agricole. Parfois, certains secteurs comme ça sont en avance. L'enseignement agricole, par exemple, est plus en avance que l'enseignement national dit classique sur la lutte contre les préjugés. Et certaines associations, je pense au mouvement des jeunes ruraux, par exemple, faisaient des travaux de sensibilisation extraordinaires en milieu agricole. Et donc, je pense que le problème, ce n'est pas tellement les caractéristiques du territoire, c'est plutôt la façon dont on compense des handicaps ou des difficultés. Dit autrement, lorsqu'on est en situation d'isolement, lorsqu'il n'y a pas de rôle modèle, lorsqu'il n'y a pas d'exemple, lorsqu'il n'y a pas de soutien, effectivement, ça peut être quelque chose de très difficile à vivre. Et c'est là où je crois que nous, entreprises, on a une responsabilité, c'est qu'il faut qu'on puisse raccrocher des situations qui peuvent être très particulières, des combats ou des revendications qui peuvent être perçues comme très minoritaires, à des valeurs beaucoup plus communes qui parlent à beaucoup plus de personnes. Je pense à la diversité, je pense à l'éthique, puisque moi, c'est le titre de ma délégation. Je pense au concept de dignité de la personne humaine, de respect, de tolérance. Je pense qu'on peut passer aussi par le biais de ces expressions-là ou de ces notions-là, ces valeurs-là, pour aller opérer sur des territoires sur lesquels eh bien, on peut potentiellement avoir plus de difficultés. Merci. Ce qui va être intéressant, c'est que là, je pense que Thomas va pouvoir ouvrir son micro, parce que nous allons donner la parole à Thomas. S'il nous entend, il va pouvoir ouvrir son micro. Je ne vois pas le micro ouvert, mais ça ne saurait tarder, à moins que mon ami Julien en régie puisse porter l'ouverture du micro. Alors, pour vous présenter Thomas, Thomas travaille en région, dans un environnement industriel, en production, et il n'est pas visible. Et pour l'instant, son micro n'est toujours pas actif. Et là, il faut que je meuble. Excusez-moi. Thomas, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux activer ton micro? Excusez-moi. Je fais deux choses en même temps. Je lui demande d'activer son micro. Peut-être, Nicolas, pendant que vous êtes en train de connecter Thomas, vous redonnez peut-être quelques chiffres, parce que je pense que c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent. J'ai repris les chiffres d'une économiste à Sciences Po qui s'appelle Marianne Valfort et qui a publié un très bon ouvrage. Alors là, normalement, ça va être affiché à l'inverse si ma connaissance des Zooms est bonne maintenant. Mais je crois qu'il y a quelques données qui sont importantes, puisque
on voit dans ces études-là que, en gros, le taux d'emploi ou le salaire moyen des personnes LGBT est inférieur de 5 à 10 points par rapport aux personnes hétérosexuelles. Donc voilà, ce n'est pas uniquement des questions de valeur ou de cas particuliers, il y a aussi des questions très économiques derrière et financières qu'il faut vraiment peser. Ok, mais c'est très intéressant. Thomas, alors, on me dit que l'on gère en régie, donc je continue à meubler. C'est formidable. Donc, on va passer à... Ça marche? Non. Je vais vous poser une question complémentaire. Dans vos expériences à vous, dans vos vies passées, alors je vais commencer par Florestan, qui a une vie passée un peu moins publique que celle de Frédéric. Thomas, tu nous entends? Oui, c'est bon. Ah, c'est bon, ça y est. Bon, ben, désolé, Florestan, je reviendrai avec On ma y question reviendra. après. Non, c'est moi qui suis désolé, j'ai eu des petits problèmes techniques, j'arrivais pas, vous entendez bien, mais j'arrivais pas à activer le micro. Bah, écoute, tu es maintenant connecté, c'est l'essentiel. Donc, pour te présenter et rappeler rapidement qui tu travailles en région, dans un milieu industriel, sur un site de production, et tu n'es pas visible quant à ton orientation sexuelle dans ta vie professionnelle, par choix. C'est toi qui a fait ce choix. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a guidé ce choix dans ton parcours, hein? Je crois que ça fait une quinzaine d'années que tu es dans cet univers. Est-ce que c'est de l'autoprotection? Est-ce que tu es face à un milieu entre guillemets machiste et apparemment peu bienveillant, ou où tu as pu constater de la malveillance par rapport à d'autres, ce qui a freiné ton choix de te dévoiler? Oui, donc alors aujourd'hui, je m'appelle Thomas, j'ai à peu près 40 ans. Alors déjà, ce que je peux dire en introduction, c'est que je suis tout à fait à l'aise avec mon homosexualité. Je suis en couple depuis 12 ans. Ma famille et mes amis sont tous au courant depuis de nombreuses années et l'acceptent d'ailleurs très bien. En revanche, comme tu le mentionnes, c'est effectivement un aspect que je ne mentionne pas dans le milieu du travail. Et dans la plupart des cas, j'essaye du coup d'éluder les questions personnelles ou de trouver des tournures non genrées, ce qui est parfois un petit peu une gymnastique oratoire et qui ne fonctionne pas toujours. Et donc, ça m'est arrivé déjà de dire que j'étais en couple avec une femme pour couper court aux discussions. Alors, pourquoi je ne l'ai pas dit? Donc, moi, je travaille effectivement, comme tu l'as mentionné, dans un grand groupe industriel. J'ai commencé à travailler là-bas il y a à peu près une quinzaine d'années. Au tout début, quand j'ai commencé, j'en ai pas parlé parce que j'étais pas sûr de ma sexualité et j'étais d'ailleurs pas, je l'avais d'ailleurs pas dit dans la sphère privée, donc du coup, je ne disais pas non plus dans la sphère professionnelle. Et puis, c'était aussi dans les années 2000, à une époque où on en parlait moins, et en particulier dans le monde de l'entreprise. Alors, à ce moment-là, je travaillais encore à Paris, dans un environnement de bureau. Donc, c'était un monde a priori plus ouvert à ça. Et puis, avec le temps, après, j'ai gardé le secret, même au moment où je l'ai dit dans mon entourage, et même si j'ai rencontré au travail des personnes de confiance. D'une part, parce que la discussion n'est jamais vraiment venue sur ce sujet-là, et que ce n'est pas un acte, on va dire, très, très agréable de le dire la première fois, dans tous les cas. Et puis, d'autre part, parce que j'ai pensé, à tort ou à raison, que ça pouvait avoir un impact sur ma carrière professionnelle. Et est-ce que tu as déjà eu à faire face à des propos discriminants que tu aurais pu entendre? Alors, donc voilà, bon, juste pour continuer rapidement, Vas-y. après Excuse-moi. avoir travaillé à Paris, effectivement, il y a quelques années, alors oui, déjà, ce que je peux dire, c'est que dans mon entreprise, moi, j'ai aucun collègue, alors que c'est une très grande entreprise, hein, c'est une entreprise où j'ai pas de collègues qui s'affichent, enfin, qui sont connus en tout cas comme homosexuels, donc j'ai pas de modèle dans la matière. Et d'ailleurs, même si c'est un très grand groupe, je ne connais pas
très peu de collègues homosexuels dans mon entreprise. Voilà. Et puis, donc, il y a quelques années, j'ai changé de métier, je suis passé dans le milieu de la production. Et donc là, en région, donc dans les Hauts-de-France, dans une usine de production. Et là, dans un environnement très masculin, bien sûr, mais voilà, on en parlait, on disait tout à l'heure le mot rural, voilà, donc dans un environnement rural. Et donc là, évidemment, je n'ai pas plus dit que j'étais homosexuel. Et là, s'ajoutait en plus la peur, effectivement, de l'acceptation dans cet environnement-là. Et puis, voilà, des réactions que ça pourrait engendrer. Alors, c'est un milieu un petit peu machiste, on va dire. Donc, il y a beaucoup de plaisanteries régulièrement sur les homosexuels qui sont… Voilà, c'est toujours un petit peu la difficulté de savoir où est la différence entre ce qui relève de la plaisanterie ou ce qui peut être offensant. Voilà. Et puis j'ai moi-même, parce que comme c'est un milieu rural et que je suis en couple avec un homme, on vit dans des petits villages, donc il y a quand même des rumeurs où il y a des gens qui le savent un petit peu parce que j'habite dans un village de 150 personnes où il y a par exemple 2 personnes de mon usine qui vivent. Donc nécessairement, ça se sait un peu. Moi, le seul acte un peu, on va dire, homophobe que j'ai vécu, c'est des graffitis sur mon casier avec écrit LPD ou des choses comme ça. Si tu peux me permettre, c'est pas un peu, c'est beaucoup homophobe, c'est clairement homophobe. Et pour compléter aussi ton propos par rapport à cela, sans donner aucune information, c'est un groupe qui, d'un point de vue mondial, a un effectif de 170-180 000 personnes, dont un quart travaille en France. Donc, on peut imaginer qu'il y a quelques milliers potentiellement de collaboratrices et de collaborateurs qui sont LGBT+, et le fait qu'ils ne soient pas visibles et qu'ils se protègent par cette invisibilité a certainement une signification derrière. Est-ce que si tu changeais aujourd'hui d'environnement, d'entreprise, tu te sentirais plus de te rendre visible par rapport à ton orientation sexuelle, ou aujourd'hui tu te dis voilà, ma vie c'est le monde industriel, ce sont les usines, et pour continuer ma carrière, il faut que je continue à ne pas être moi. Alors très honnêtement, si je devais changer d'entreprise, dans le même type de secteur, dans le monde industriel, je continuerai, je pense que je garderai la même approche. Ouais. D'accord. Parce que en vrai, la société dans laquelle je travaille, c'est une société où il y a quand même des valeurs assez fortes, où il y a pas mal de travail sur la mixité. Alors, c'est pas du tout orienté sur la sexualité, c'est beaucoup sur l'inclusion homme-femme, handicap. Mais c'est plutôt une entreprise qui a beaucoup de valeurs en fait sur le sujet-là. Donc c'est pas un problème d'entreprise, c'est vraiment un problème. C'est vraiment une question de secteur professionnel. Voilà. Oui. Donc oui, je ferais la même chose si je changeais d'entreprise. Après, je ne ferais pas la même chose peut-être si je devais changer de métier. Voilà, si j'étais dans un environnement différent. Merci Thomas. Tu restes avec nous. Je vais faire réagir Florestan et Frédéric par rapport à ton témoignage. Florestan, toi qui es DRH d'un groupe industriel, une brasserie, c'est un groupe industriel, que t'inspire ce témoignage? Mais la première chose, évidemment, c'est, selon moi, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat et il y avait des discussions Oui. dans le chat aussi qui touchent aussi au bon point. Je l'espère, en tous les cas, que dans l'entreprise ici dans laquelle je suis, on a différents types
de procédures dans des cadres pareils. Et de nouveau, ça lie un peu à la première question dont on a discuté avec la libération de la parole, et que j'espère que si des employés dans mon entreprise ici en France sont touchés par le même type d'injures ou de tags sur les casiers et des choses comme ça, que ce soit remonté. Et je pense que le travail le plus difficile qui va être pour moi, parce que j'ai pris le poste assez récemment ici en France, le travail le plus difficile, ça va être de créer cette relation de confiance avec est-ce que c'est avec des référents, est-ce que c'est avec des groupes de diversité, est-ce que c'est avec différents autres moyens qu'on est en train de mettre en place. Mais je pense que c'est vraiment créer cette relation de confiance entre l'entreprise en termes anonyme, entre guillemets, et ses employés. Après, il faut évidemment une personnification de cette relation de confiance, mais je pense que ça, c'est le premier point qui, moi, en tant qu'en effet de DRH, je me pose la question. Après, je pense que c'est assez, parce que selon le dernier rapport de SOS Homophobie, selon eux, en tout cas, ils estiment à 9% les agressions verbales ou sexuelles, et 9% selon eux se passent sur le lieu de travail. Pour reprendre aussi l'exemple de Thomas ici, et c'est quelque chose que moi aussi j'ai pu vivre malgré tout dans notre entreprise. C'est aussi pas mal de blagues, pas mal de choses qu'on s'autorise à dire, pas mal de choses on ne sait pas très bien où est la limite, et donc on y va, on tente. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi qui fait partie des agressions verbales de temps en temps. Et je pense que le plus gros problème qui peut encore exister dans des entreprises comme la mienne, c'est aussi sur toutes ces petites choses-là, parce qu'on pense que ce sont des petites choses, et après, on sait très bien que ça laisse des séquelles, ça laisse des traces. Et donc, pour moi, il y a vraiment un gros point sur ces choses qu'on peut considérer anecdotiques. Mais par contre, après, évidemment, il y a énormément d'autres choses à mettre en place. Il y a pas mal de choses qu'en tant qu'entreprise, qu'en tant que fonction RH, doivent être prises en place dans les entreprises pour pouvoir libérer la parole des employés dans des situations pareilles. Ok, merci Florestan. Alors, Frédéric, je vais te demander ta réaction par rapport au témoignage de Thomas, mais aussi quand on parle d'environnement machiste et qu'on parle d'environnement d'usine de production, il ne faut pas non plus en faire un stéréotype et une exclusivité, me semble-t-il. Oui, bien sûr. Alors, ma première réaction, c'est de dire qu'une plaisanterie homophobe n'est pas une plaisanterie, comme une plaisanterie raciste et antisémite n'est pas une plaisanterie. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le marteler, il faut vraiment sensibiliser les managers là-dessus. Nous, on le fait à la RATP avec moi, ma collaboratrice Noël Dubois, qui est la référente dédiée à ces questions-là, hein, de violences sexistes et sexuelles. Et d'ailleurs, il y a des sanctions assez fortes hein, qui nous sont menées en interne parce que justement, on considère que ça commence par là. Si alors maintenant, en ce moment, on ne prend plus trop le café entre collègues à la machine à café, mais il y a des lieux comme ça, il y a des moments privilégiés de sociabilisation qu'il faut vraiment préserver. Parce que je pense que les moments vexatoires, les moments d'humiliation se font parfois comme ça dans des cadres semi-professionnels. C'est des choses qui peuvent fuser non pas dans une réunion, mais à côté de la réunion. Pas dans le travail, mais au moment où on rentre dans l'immeuble, etc. Donc, c'est à ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Et moi, je fais toujours la part des choses entre des managers qui peuvent être maladroits, et ça arrivé à la RATP comme ailleurs, hein, parce qu'ils ne sont pas préparés à ça, parce qu'ils viennent d'une culture, je ne sais pas, très scientifique, ingénieur, technique, et leur environnement personnel et familial ne les amène pas à connaître ce genre de choses. Donc ça, c'est une chose. Donc là, il faut les aider à trouver le bon vocabulaire, la bonne réponse. Et puis à côté, des managers qui, pour les coups, ne comprennent pas du tout, ne voient pas du tout le sujet. Et là, c'est vraiment de la conscientisation, un éveil. Et ça, je pense que c'est un travail qui est un peu différent aussi. Mais moi, sur ces sujets-là, je pense qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il n'y a pas de résignation à avoir. Tout à fait d'accord. Merci Frédéric. Thomas, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a une politique, je crois que tu y as partiellement répondu tout à l'heure, est-ce qu'il y a une politique diversité et inclusion qui est menée dans ton entreprise et si oui, est-ce qu'elle parle des sujets non réglementaires, c'est-à-dire l'égalité femmes-hommes et le handicap? Alors, comment je récupère le micro?
C'est bon, tu l'as. Ah, ok, très bien. Donc oui, il y a des politiques qui sont menées au niveau de l'entreprise, qui sont, comme je disais, bon, principalement orientées sur quand même des sujets alors, donc, plutôt réglementaires, hein, Mhm. parité femmes et handicap. Après, c'est un groupe international et en fonction des pays, les sensibilités sont un peu différentes. Et donc, on va avoir, par exemple, aux États-Unis notamment, il va y avoir la question justement de la sexualité qui va être beaucoup plus mise en avant, la même côté d'ailleurs que la question raciale, on va dire. Voilà. Donc, en fonction des pays, il peut y avoir des sensibilités différentes. Mais en tout cas, au niveau France, c'est, en tout cas de ce qui est visible, très concentré sur l'égalité homme-femme et le handicap. Merci Thomas. Euh, Nous rejoint sur l'échange Michael de Ubisoft. Alors Michael est UX designer. Alors c'est moi qui vais répondre à la question que je devais te poser, hein, parce que on a les minutes qui défilent. Euh, il s'occupe à faire en sorte que les joueurs aient la meilleure expérience client possible et qu'on retrouve dans les jeux euh, tous les possibles de notre société. Mais néanmoins, euh, Michael, il me semble, bienvenue parmi nous, il me semble que le monde du jeu, ce monde virtuel, renvoie une image qui est hyper virilisée et qui laisse peu de place aux diversités. Euh, les gentils sont blancs, les méchants sont noirs, les forts sont des hommes musclés, les empêcheuses de tourner en rond sont des femmes hyper sexualisées. Euh, Pourquoi on n'a pas une représentation heureuse de toutes les diversités dans notre planète jeu? Salut tout le monde. Alors, tu as bien fait de me présenter parce que moi, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Voilà, c'est pour ça que j'y vais. Oui, alors la vision que tu donnes, le tableau que tu dresses, il est un peu. Il a quand même pas mal évolué. Ça, c'était vrai il y a 20 ans. De plus en plus, les jeux vidéo font un effort sur ces sujets-là. C'est pas encore parfait. Et effectivement, le jeu vidéo, c'est le miroir de la réalité. Et on est quand même dans une industrie. Après, ça dépend les différents studios, les différents pays où c'est quand même très hétéronormé. Donc, ce qu'on retrouve dans les expériences virtuelles, c'est souvent des biais inconscients qui viennent des développeurs derrière. Et comme la majorité des développeurs sont des hommes blancs entre 40 et 50 ans, bon, à part moi, effectivement, on se retrouve avec des systèmes comme ça. Il faut savoir que dans le jeu vidéo, aujourd'hui, il n'existe aucun jeu triple A ou avec une expérience solo où le héros est ouvertement gay, homme. Il y a des jeux où il y a des femmes ouvertement lesbiennes et qui sont l'héroïne. Les hommes, bizarrement, ça passe toujours pas encore. Après, il y a certains jeux qui sont exemplaires sur ces sujets, sur les sujets de la diversité et de la représentation, comme Overwatch. Overwatch qui a assumé que l'un de ses personnages, qui est un des personnages principaux, qui est un militaire, qui est soldat 76, qui a tous les critères, on va dire, de l'homme viril. Et à côté, comme c'est un projet transmédia, ils ont développé des comics. Et dans le comics, ils racontent un petit peu la vie de ce personnage qui est ouvertement gay. Et ça, c'est un bond en avant extraordinaire. Mais de la même manière qu'ils ont un personnage atteint d'un TSA, donc d'un trouble du spectre autistique, et effectivement, ils cassent les codes de tous ces stéréotypes. Après, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le jeu vidéo, mais même s'il y a de la bienveillance, c'est souvent des caricatures, quoi. Donc, il faut effectivement qu'il y ait un petit peu des personnes qui actent pour sensibiliser les gens sur ça. Je ne doute pas que toutes les personnes connectées soient des gamers et des gamers, Ah oui, pardon, j'ai peut-être des termes un peu mais absolus. Alors, triple A, ça n'a rien à voir avec une charcuterie bien connue. Ça veut dire non, que ouais, ce sont des jeux de très grande production. ouais, Voilà. c'est des gros jeux très mainstream qui se vendent à des millions, quoi. Voilà. Donc, mainstream, ça veut dire très populaire et qu'on retrouve partout. Hein. C'est Ouais, pour pardon, oublier des mots de la France inside. ouais, le jeu vidéo est quand même mainstream, ouais. J'ai une autre, une remarque aussi sur les jeux et qui est que j'ai noté, moi, dans les magasins généralistes, où retrouve-t-on les jeux vidéo? Dans les Ben, rayons de ça, jeux pour garçons.
Alors, ça va dépendre, je pense, parce qu'il y a… des fois, il y a des Généraliste, hein, je parle. vidéos où il y a tous les jeux vidéo, mais peut-être que On les les retrouve dans les rayons dits bleus et ouais, pas les rayons les roses. ordinateurs VTech ou les petits trucs qu'on avait, ouais, c'est plus souvent bleu, effectivement, et du côté des garçons. Alors qu'on sait aujourd'hui qu'il y a autant de filles joueuses que d'hommes joueurs. Et de queer et de personnes LGBT qui jouent de plus en plus. Et là où je rejoins ce que disait aussi Florestan sur les actions qu'il y a à faire, nous c'est ce qu'on fait chez Ubisoft, c'est il faut qu'il y ait des rôles modèles. Nous, on a créé un comité diversité et inclusion. Alors moi je suis très extraverti et j'assume pas mal et je fais beaucoup de choses, donc les gens me reconnaissent en tant qu'acteur sur ces sujets-là. Et je sais que des personnes queer m'ont dit que grâce à moi, grâce à mon attitude, eh ben, ils se sont sentis à l'aise d'assumer leur personnalité au sein de l'entreprise. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des personnes un petit peu comme ça qui lead et qui n'ont pas forcément peur d'assumer ça. Alors, tout le monde ne peut pas. Hein. Moi, je le fais naturellement parce que je suis extraverti et que je n'ai pas peur. Alors, ce qui est très intéressant, et je vais te redonner la parole après, Michael, c'est que là, nous venons d'avoir deux témoignages. On a eu celui de Thomas, qui est dans le monde du réel et un peu caché, et puis celui de Michael, qui nous a parlé du monde virtuel, où tous les visibles ne sont pas forcément présentés. Moi, je voudrais revenir vers Florestan et Frédéric sur justement ce fait que dans le monde réel, on en est encore obligé à se cacher, et que comment fait-on dans des entreprises comme les vôtres, si on veut avoir un regard à 360 degrés qui soit inclusif, puisqu'il y a les actions diversité et inclusion que vous menez au sein de vos entreprises, de façon à ce que vos collaboratrices et collaborateurs se sentent bien chez vous. Mais après, vous avez des interactions avec des usagers et des usagères d'un côté, avec des buveurs et des buveuses de bière de l'autre côté, avec des distributeurs, avec des annonceurs, avec tout un monde qui gravite autour de vous. Et quand on a des collaboratrices ou des collaborateurs qui ne peuvent pas être soi, comment peuvent-ils bien faire leur boulot, et comment peut-on réagir par rapport à ce monde, interagir avec ce monde, et comment peut-on s'adapter par rapport à ce monde? Je pense au témoignage de Thomas qui n'est pas lui, et il se retrouve face à un client ou à un fournisseur qui a des propos peu amènes. Lequel de vous deux Frédéric, Florestan. Allez, Florestan, je te voyais avancer vers le micro. Florestan. Mais pour répondre à la question, il y a différents, en effet, dans les entreprises comme les nôtres, il y a différents axes. La première, le premier en tout cas, c'était de se regarder soi dans le miroir, entre guillemets, en tant qu'entreprise. Est-ce qu'on est irréprochable? En tout cas, est-ce qu'on fait les bonnes actions? Et bon, de nouveau, il y a plein de perspectives au niveau du recrutement. Est-ce qu'on recrute aussi de façon non biaisée? Il y a des outils pour le faire. Chez nous, on utilise des outils aussi qui permettent de vraiment anonymiser, entre guillemets, et vraiment rendre les évaluations similaires pour tous les candidats. Après, au niveau du développement, il y a des valeurs qui permettent aussi d'assurer que certains états d'âme ne rentrent pas dans les questions d'évaluation. Et après, il y a tout ce qui est au niveau de la vie quotidienne. Et ça, au niveau de la vie quotidienne, ce que j'appelle vie quotidienne, ça va être plutôt avec des parties prenantes en interne. Et nous, en tant qu'entreprise, bon, on est loin d'être encore des exemples même de l'inclusion et de la diversité au niveau des personnes LGBT comme des autres types de diversité. Mais par contre, on essaye quand même de faire notre part, et on a du boulot. Mais par exemple, ce qui était aussi ce qui est chez nous, comme Mickaël en a parlé aussi, c'est toutes des business resource group que les gens. C'est vraiment une demande aussi bottom-up, comme on dit. C'est vraiment nos employés qui nous ont dit on aimerait bien s'investir, et parfois qui n'ont rien à voir avec la diversité LGBT, raciale ou tous les autres types de diversité. C'est vraiment juste des gens qui voulaient essayer d'amener le débat, amener de la visibilité au débat. Ça, c'est des choses qu'on met en place. Les autres choses, c'est aussi parce que nous, on est une entreprise, il y a énormément d'entreprises comme ça, mais on est une entreprise qui adore les chiffres, qui adore les facts, les faits pour pouvoir prendre des actions. Et c'est là où on se retrouve face à
un océan un peu au niveau des diversités, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas suivre, qu'on ne peut pas suivre de façon chiffrée. En tous les cas, les chiffres qu'on peut avoir, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Et donc, on a lancé aussi des sondages. Donc, on a lancé des sondages pas pour savoir les différents types de diversité qu'on a au sein de notre entreprise, mais pour savoir comment les gens vivent, quels qu'ils soient, comment les gens vivent leur diversité. Comme ça, on peut aussi faire des plans d'action par la suite. Et après, pour répondre, donc ça, c'était l'angle 1, si on se regarde dans le miroir. Après, l'angle 2, c'est, selon moi, le type d'image qu'on fait refléter à nos consommateurs. Et j'ai pour habitude de dire, quand il faut un peu provoquer sur le sujet, en interne, par exemple, mais de dire, on ne va jamais y arriver. Bon, ce n'est pas notre cas actuellement, mais je veux dire qu'on ne va jamais arriver à vendre nos bières. Nous, notre produit, c'est des bières principalement. Si on se met à 6 autour de la table, qu'on est 6 hommes blancs autour de la table et qu'on veut vendre plus de bière en France. La France n'est pas composée uniquement d'hommes blancs du même type d'âge, etc. Donc, je pense que ça, c'est une des premières questionnements, un des premiers questionnements en termes d'image qu'on veut refléter pour nos employés, mais en termes d'image qu'on veut refléter pour nos consommateurs, nos marques, et je le disais au tout début, ont un rôle extrêmement important à jouer. Et on n'est aussi pas irréprochable sur le sujet. En tous les cas, on n'était pas dans le passé. Il y a moins de 10 ans, dans certains pays, on mettait des marques avec des publicités. Bon, la France, la chance, c'est qu'il n'y a pas de publicité en télévision, en tout cas pour les consommateurs. Donc, il n'y avait pas de risque d'être trop virilisé, entre guillemets, en termes de publicité en France, puisqu'on ne peut pas non plus représenter les consommateurs. Mais par contre, dans d'autres pays encore très limitrophes, frontaliers, il y a des marques qui, dans leur positionnement, dans leur ancrage, dans leurs images, étaient extrêmement virilisées. Pour en citer une, parce que c'est Jupiler, les hommes savent pourquoi. Je pense que rien que ce slogan qui a duré des décennies pose question maintenant. Et nous, c'est ce qu'on a commencé aussi on s'en est évidemment rendu compte. Donc, depuis quelques années, on a mis en place une charte marketing pour s'assurer que la diversité est représentée aussi dans l'image qu'on reflète à nos consommateurs. Donc, pour moi, c'est les deux axes. Après, il y a évidemment tout ce qui est axe, de nouveau, plus nous, maintenant, avec nos clients, fournisseurs, quels qu'ils soient, puisqu'on a plein de représentants commerciaux qui doivent parfois faire face à des réflexions. Donc, on essaye aussi de nouveau, par des formations, Frédéric le notait, c'est des formations aussi. On a fait récemment des formations pour les clients difficiles, surtout à la période dans laquelle on le vit. On est évidemment extrêmement touché par tout ça. Et donc, je pense qu'il y a une forte pression. Il faut éviter que cette pression soit relâchée sur nos employés. Donc, c'est par des formations pour essayer de les aider et de les soutenir dans des situations pareilles. Et enfin aussi, juste de façon confidentielle, des moyens de communication pour partager de tels risques. Mais je pense que là, on a encore énormément de boulot aussi comme je le disais, à créer cette relation de confiance. Parce qu'on a des outils qui permettent de relater des faits, que ce soit en interne ou avec des fournisseurs. Il faut qu'ils soient utilisés de plus en plus. Merci Florestin. Alors justement, je vais laisser Frédéric compléter ton propos avec une dimension supplémentaire qui est le fait que quand on parle d'environnement industriel, d'environnement d'usine, de production, on est souvent aussi sur des environnements avec des collaboratrices et des collaborateurs que je vais qualifier de non connectés. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas derrière un bureau toute la journée et qui ne sont pas derrière un intranet une grande partie de la journée. Et comment ça se passe dans ces univers pour faire passer justement les messages de diversité, d'inclusion, de bienveillance à des personnes qui ne les reçoivent pas par le canal le plus basique que l'on pense. Oui, effectivement, c'est une bonne question. Alors, moi, je suis à la RATP depuis quelques semaines, donc je ne vais pas prétendre tout connaître de cette énorme entreprise qui opèrent sur différents secteurs. D'abord, moi, je soulignerais peut-être l'intérêt d'avoir des réseaux internes. C'était le cas à BNP Paribas, c'est le cas à la RATP avec l'association Homo Mobilité qui fête ses 20 ans cette année. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est aussi la nécessité d'avoir des vecteurs de communication très basiques. Je pense à des affiches, je pense à des petits flyers, etc. Mais pour connecter, moi, avec une autre de mes expériences, je pense que le changement peut aussi venir très vite. Et pour vous citer un autre exemple de milieu qu'on savait comme très machiste et très viriliste, je prendrais celui du ministère de l'Intérieur.
Moi, quand je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, il y a une quinzaine d'années, quand j'étais jeune sous-préfet, le sujet LGBT n'existait absolument pas. Le corps préfectoral n'en parlait jamais, chez les policiers, ça n'existait pas, il n'y avait pas de formation. Et depuis, grâce à l'activisme d'une poignée de militants, donc il y a une association qui s'appelle FLAG, hein, qui est connue maintenant, qui est l'association des policiers et des gendarmes LGBT, et bien du coup, il y a une visibilité interne. C'est une association qui est reconnue, qui est appréciée, qui est reçue par le ministre, qui fait des formations dans toutes les écoles de police et de gendarmerie, alors parfois avec des hauts fonctionnaires comme moi. Donc, ce n'est pas qu'un aspect militant, mais tout ça pour dire que même dans des milieux comme ça, pour lesquels on peut avoir des préjugés un peu hostiles, et bien finalement, parfois, le bond en avant peut se faire très rapidement. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que le ministère de l'Intérieur, sur ces questions-là, est très friendly, quoi. Enfin, est très actif et très conscient de la nécessité d'intégrer toutes ces questions-là. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de citadelle imprenable, mais qu'il faut trouver à chaque fois les bons vecteurs. Et moi, j'insiste un peu là-dessus. Je pense que l'engagement du manager ou du haut niveau, c'est important. Quand un ministre de l'Intérieur reçoit une vingtaine d'assauts LGBT le 17 mai à déjeuner et puis évoque tous les sujets qu'on peut avoir dans notre société, je pense que ça aide beaucoup. D'accord. Aujourd'hui, de manière concrète, on est sur un monde qui communique beaucoup par les médias de l'image, par les médias du visuel. Tu as parlé des flyers, tu as parlé des affiches. Et une des particularités du monde de la RATP, que tu ne connais pas de l'intérieur depuis très longtemps, mais que tu connaissais auparavant comme usager, c'est que les couloirs empruntés par les usagers et les usagères sont les mêmes que ceux employés par les agents et les agentes de la RATP. Donc, il y a des communications qui passent, qui sont des communications d'annonceurs, qui sont visibles dans les couloirs. Est-ce que c'est aussi un moyen pour la RATP de faire passer des messages en interne, ou est-ce que ça peut être utilisé lorsqu'on est une entreprise de grand public comme la tienne, comme la RATP, pour être un média de communication aussi de l'interne? Il y a deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect affichage, et là, pour le coup, on retombe sur des réglementations qui sont liées à la publicité. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais on peut avoir aussi un regard quand même sur ce qui est diffusé. Oui. Et une publicité qui serait outrageusement sexiste ou homophobe de manière insidieuse, on serait en droit, nous, de la refuser. Et donc là, voilà, c'est un travail qui se fait à plusieurs, et on est aussi très vigilant sur des questions de laïcité, évidemment. Et puis après, il y a tout ce qui est affichage, entre guillemets, interne. Donc là, c'est les panneaux que vous connaissez, hein. Nous aimons, nous vous y transportons, nous aimons, nous soutenons. Et là, effectivement, il y a des événements qui peuvent être des festivals, qui peuvent être des marches, des manifestations. Et donc, oui, on peut travailler là-dessus. Effectivement, ça fait partie des choses qui sont dans ma feuille de route. D'accord. Je prie d'excuser parce que vous m'avez vu tourner la tête, mais j'avais autre chose en même temps. Je reviens sur un autre point. Je vais redonner la parole rapidement à Thomas sur ce sujet, qui va réouvrir son micro. Je le vois, je l'entends. Thomas, est-ce que aujourd'hui, dans une entreprise comme la tienne, il y a des faits qui ont été visibles de discrimination, alors pas forcément que tu as vu, mais que tu as connu, et qui te semblent ne pas avoir été sanctionnés? Non, alors moi j'ai uniquement connaissance des événements que j'ai pu voir autour de moi. Ouais, Je parlais tout à l'heure des mots sur mon casier. Ça, c'est quelque chose qui a été sanctionné, hein, là. On sait qui a écrit et la personne a été licenciée. d'accord. Bon, en l'occurrence, c'était quelqu'un en CDD. On a arrêté son CDD plus tôt que prévu. Et j'ai connaissance aussi toujours là dans la même usine, d'une personne aussi qui avait un apprenti qui s'était plaint donc de propos homophobes. Et là également, la personne a été sanctionnée. Donc, en tout cas, quand il y a eu des cas, il y a eu des sanctions,
mais ça ne suffit pas en fait à donner l'envie de s'affirmer. Moi, ce que j'écoutais dans la discussion, je trouve quelque chose que moi, j'aimerais bien avoir dans mon entreprise. C'est vraiment cette notion de rôle modèle, quoi, de connaître d'autres gens qui sont ouvertement homosexuels dans mon entreprise. Voilà, moi, personnellement, en tout cas, c'est quelque chose qui m'aiderait. Je pense que c'est aussi un signal lancé pour toutes les opérations de détermination de rôle modèle, c'est de sortir les rôles modèles des zones ultra-urbaines et des bureaux et avoir des rôles modèles plus représentatifs de nos sociétés en général. On arrive sur les 9 dernières minutes du webinaire. Je vais en profiter pour vous poser les questions qui sont arrivées sur le chat. Alors, avec une première. Alors, tu as 2 minutes, non, tu as 1 minute 30, Michael, maxi pour répondre. Mais vraiment maxi, hein. J'ai une question qui vient d'un de nos auditeurs. C'est est-ce que pour être représenté sur un jeu vidéo ou une grosse production, il faut vraiment être atteint d'une affection ultra visible, ou est-ce que ça peut être comme type une affection mentale ou être autiste pour dire tiens, je vais avoir ma représentation dans un jeu vidéo? Non, pas forcément. Justement, je prenais l'exemple d'Overwatch. Alors moi, je m'intéresse à l'handicap parce que moi, je suis un pack inclusif de diversité, puisqu'en plus d'être gay, je suis aussi atteint d'un handicap cognitif. Donc c'est un sujet que je connais bien aussi. Non, Overwatch, il soigne aussi bien la représentation des handicaps et de l'accessibilité, mais aussi il y a un personnage qui est ouvertement lesbienne, un autre personnage qui est ouvertement gay. Et nous aussi, dans le jeu vidéo, on essaie de… D'ailleurs, le sujet de la représentation de la communauté LGBTQ+, est beaucoup plus présent que la représentation des handicaps dans le jeu vidéo. Enfin, en tout cas, moi, à mon studio et sur mon projet, quoi. Et tu parlais de chiffres tout à l'heure, Florestan, et effectivement, c'est toujours un bon argument. Et moi, je déteste utiliser ces arguments-là, mais il faut être opportuniste sur leur opportunisme. Et effectivement, faire des jeux plus inclusifs et plus accessibles, c'est aussi le moyen d'en vendre à plus de personnes aussi. Donc, des fois, il faut utiliser effectivement les chiffres. Généralement, ça part à tout le monde dans une entreprise. Ok. Merci, tu as tenu 1 minute 30, tu progresses, Michael, c'est bien. J'ai une question un peu plus, tu as un tout petit peu plus de temps, Florestan, pour répondre. Alors déjà, est-ce qu'il y a un réseau LGBT+ chez AB InBev en France ou ailleurs, puisque tu as une expérience aussi sur d'autres pays, d'autres géographies de AB InBev? Et si oui, est-ce que c'est un atout dans ces pays? Et sinon, est-ce que ce serait un atout d'en créer un? Excellente question. Donc, en France, actuellement, on n'a pas de réseau LGBT+. Par contre, ce qu'on a en France, c'est on a un groupe, par contre, on a un réseau DNI, par contre, diversité et inclusion. Donc ça, on l'a déjà mis en France en place il y a quelques années. Par contre, il y a des réseaux qui sont en train de se déployer à travers le monde. Les États-Unis étaient parmi les premiers joueurs là-dedans, évidemment. L'Angleterre aussi. On a un réseau extrêmement actif en Angleterre et on est en train d'essayer d'apprendre aussi de leurs meilleures pratiques là-bas pour essayer de le récupérer et de pouvoir le déployer un peu plus dans la zone Europe, puisqu'on est séparés par différentes zones continentales, on va dire. Mais en Angleterre, ça marche extrêmement bien. De nouveau, moi, ce que j'aime bien dans ces réseaux-là, nous, on a un réseau de Diversity and Inclusion ici en France, c'est que ça vient vraiment de nos employés eux-mêmes. Donc, ce n'est pas du tout une approche où on essaye de la forcer à travers des actions qui viennent du management, mais c'est vraiment des demandes de nos employés,
aussi entre guillemets du bénévolat, dans le sens où c'est eux qui volontairement se déploient là-dedans. En Angleterre, par exemple, il y a énormément d'actions, et aussi comme Frédéric le notait, sur comment la RATP aussi soutient certains types de festivals et associations. En Angleterre aussi, on utilise nos marques. Bon, c'est plus difficile en France pour certaines contraintes légales, mais en Angleterre, on peut utiliser nos marques aussi vraiment pour soutenir, pour participer à certains événements, que ce soit des Gay Pride, des festivals. Récemment aussi, en termes de diversité générale, mais c'était la première fois qu'une marque de bière en Angleterre avait sponsorisé l'entreprise féminine de football anglaise, avec Bud, la marque est derrière moi. Mais c'est des choses qui sont mises en place de plus en plus en Angleterre. Ils sont assez… c'est un peu les premiers joueurs là-dedans, et c'est des choses qu'il faut qu'on mette en place de plus en plus, notamment dans la zone. Merci Florestan. Alors, juste deux propos pour appuyer ce que tu viens de dire. Il faut juste changer le titre derrière toi. Hein. C'est Queen of Beers, si vous… Hein, faut être jusqu'au bout. Et puis, je vais faire aussi un mea culpa. Exceptionnellement, aujourd'hui, vous avez constaté qu'on a un panel 100% masculin. C'est pas faute d'avoir recherché des femmes pour prendre la parole sur certains sujets, mais ça fait aussi sens de voir que les hommes, dans un milieu machiste, ne sont pas pour autant mieux accueillis parce que ce sont des hommes. Donc, mais rassurez-vous, comme sur l'ensemble de nos panels, dès le prochain, ça sera du 50-50 femmes et hommes. Et je vais terminer avec une dernière question qui va être adressée à Frédéric, qui aura le mot de la fin jusqu'à les 10 dernières secondes. Je la lis. Un milieu machiste, moins en nuances et en diversité, peut avoir tendance à mettre les gens plus rapidement dans des cases. Même si l'on est bien accepté, n'y aurait-il pas un autre risque qui serait d'être catalogué en fonction de notre orientation sexuelle et qui pourrait aussi constituer un frein et donc une forme de discrimination? Que faire contre cela? Oui, Tu ça as c'est 3 minutes. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, parce que je pense qu'il faut être quand même assez modeste sur ces sujets de lutte contre les discriminations. Mais à l'évidence, le risque inverse, il est là. Il est de créer une forme d'assignation identitaire et de donner à voir aux autres salariés qu'au fond, vous ne seriez que votre identité de genre, que votre orientation sexuelle ou que vos origines. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'exalter, je crois, ces valeurs de diversité, de pluralité, mais en même temps de bien renvoyer ça aussi aux valeurs propres de l'entreprise et bien dire qu'on n'est pas, nous, dans un acte de militantisme, on n'est pas là pour mettre absolument en avant telle ou telle personne, on est simplement là pour rappeler que la diversité, la lutte contre la haine anti-LGBT, la lutte contre les discriminations, c'est à la fois un gage d'efficacité, parce qu'on a des salariés qui se sentent mieux, c'est à la fois un gage de compétitivité, parce que moi, je suis assez persuadé quand même que les clients, ils iront plutôt dans les entreprises qui affichent des valeurs et qui les respectent. Et puis après, c'est aussi un sujet de conformité, là, c'est mon autre casquette, qui est de dire qu'il y a des règles, qu'il y a des règles de droit et que les discriminations, elles sont réprimées par la loi. Et donc, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit dans le fil de discussion, qui est que quand il y a des sanctions, il faut vraiment les faire connaître, les afficher et bien rappeler que on risque des choses par certains types de comportements et que voilà, rappeler qu'une personne LGBT, c'est pas un caprice, c'est pas faire sa diva, c'est pas être malade, c'est simplement avoir le droit d'exister dans une société qui reconnaît tout cela et qui protège ses caractéristiques. Donc voilà, à la fois défendre fortement ses valeurs, cet état d'esprit, mais sans tomber non plus dans une forme de repli identitaire qui serait effectivement préjudiciable. Merci Frédéric d'avoir apporté une réponse aussi complète dans un temps aussi contraint. Nous arrivons sur la dernière minute de ce webinaire. Je voudrais vous remercier chaleureusement Frédéric et Florestan pour vos interventions, Michael pour ton témoignage sur la partie monde virtuel et Thomas d'avoir eu le courage, même si c'est de façon anonyme, de partager ce qui se passe dans le monde réel, dans le monde des usines, qui n'est pas tout le temps aussi bienveillant qu'on voudrait qu'il le soit. Et je retiens en mots-clés que bâtissez des réseaux, ayez des équipes diversité et inclusion les plus proactives et les plus actives possibles, et développer de la diversité, de la complémentarité, de la différence. Le meilleur moyen d'avancer, c'est d'être toutes et tous différents.
Et je vous rappelle notre prochain webinaire qui aura lieu le jeudi 22 avril avec un thème, une fois de plus un peu pointu, les achats inclusifs, embarquez vos fournisseurs sur vos engagements. Dit autrement, c'est si vous avez une politique diversité et inclusion dans votre entreprise, comment la déclinez-vous auprès de vos fournisseurs et comment avez-vous les mêmes exigences de vos fournisseurs? Merci beaucoup à toutes et à tous. Si vous voulez témoigner pour le prochain webinaire, vous envoyez un message sur julien@tetu.com et nous prendrons langue avec vous. Je vous souhaite un bel après-midi. Merci encore Frédéric, merci Florestan, merci Mickaël, merci Thomas et au mois prochain. Merci à tous, à bientôt. À Bye. bientôt. Au revoir. Salut.